Bienvenue dans les coulisses des voix de la Saint-Barthélemy. Je suis Jérémy Kleiss, responsable du pôle podcast de Regard Protestant, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette discussion avec l'équipe de production après cet épisode marqué par les tensions au sein du couple mixte Aubert-Robert. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Lévy, qui a assuré la composition de la musique de la série et la direction d'acteurs. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérémy. Et avec Antoine Gouritin, réalisateur et coordinateur du projet. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Pour commencer Emmanuel, qui es-tu ? Tout d'abord, merci de m'offrir l'opportunité de parler de mon travail sur cette série. Je m'appelle Emmanuel Lévy, je suis auteur-compositeur, avec aussi une casquette en mise en scène et une spécialisation quand même sur le théâtre immersif, souvent à des fins de grand divertissement, donc sur des projets qui pouvaient relever aussi bien de l'escape game que du spectacle, divertissant. On va parler plus précisément de la direction d'acteurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de domaines dans lesquels tu as officié avant ces voix de la Saint-Barthélemy ? Alors, sur la direction d'acteurs à proprement parler, j'ai travaillé souvent donc, dans le domaine des escape games. Ici le docteur H. Voici les règles élémentaires de survie. Des escape games adaptés notamment de périodes historiques bien particulières. J'ai souvent été conduit à enregistrer des voix ou à diriger des comédiens au cours de performances live où on avait cette recherche de sentiments immersifs pour le public, c'est-à-dire avec des acteurs qui sont spécialement entraînés à se mouvoir au milieu du public, à avoir une interaction privilégiée et à rebondir sur ce que leur donnent les contemporains que nous sommes, y compris sur des périodes historiques. C'est ce talent-là qui a été mis à contribution, cette compétence-là plutôt, qui a été mise à contribution sur ce projet. Antoine, je crois que l'un des premiers coups de fil que tu as passé quand tu as voulu monter le projet, c'était pour Emmanuel. Ah oui, tout à fait, et je me demande même si j'ai pas appelé Emmanuel avant d'appeler Jérémy Foa, l'auteur du livre. Je confirme que tu m'as appelé avant. Oui, parce que c'est un projet on en a parlé dans un épisode précédent avec Jérémy, c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se monter. Et c'est vrai que j'avais pensé à Emmanuel tout de suite pour les deux casquettes, la casquette de direction d'acteur dont on va parler aujourd'hui, et puis la casquette musicale aussi, dont on va parler la semaine prochaine, parce que on avait eu l'occasion de travailler ensemble il y a longtemps, dans une vie professionnelle précédente. Je t'avais fait faire des voix off, je me souviens. On a fait pas mal de choses, et puis moi je t'ai connu par la musique, il y a encore plus longtemps. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler avec Emmanuel sur ces deux aspects-là. Tu nous as parlé Emmanuel d'escape game, de mise en scène, de tout ça. Mais c'est vrai que sur la musique aussi, c'est un univers qui collait bien, je trouve, à la Saint-Barthélemy. On en parlera la semaine prochaine. Donc pour tout ça, c'est vrai que c'est un des premiers coups de fil. Et bon, ça a mis 2 ans à se lancer, mais on est content de l'avoir fait. Et c'était pour ces deux choses-là. Donc Emmanuel t'es beaucoup intervenu sur le projet. J'en suis ravi. Je te remercie. C'est pour ça que pour moi c'était important. Et puis après on a mis plein d'autres gens que vous avez entendus dans ces coulisses des voix de la Saint-Barthélemy. Mais Emmanuel, je l'avais appelé assez rapidement. Justement, Emmanuel, dans ce 3e épisode, nous avons entendu l'histoire du commissaire Aubert et de sa femme Marie Robert. C'est un bon exemple de la façon dont tu as mis en voix les personnages de la série avec ton équipe. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr, alors d'abord, je rends hommage aux deux comédiens, au comédien et à la comédienne, donc Arnaud Leridan et Audrey Rousseau, donc qui prêtent leur voix à ces personnages et qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont tous les deux tout à fait chevronnés, l'un dans le doublage et le livre audio, la voix off, et l'autre aussi dans la voix off, mais plus sur des activités de divertissement et aussi beaucoup de comédie musicale, beaucoup de théâtre. Donc ils se connaissaient bien, ça leur donnait l'intimité déjà pour camper deux personnages qui sont en couple. Bon, il y a 2 scènes, je crois. Une première scène où il est question d'une dispute, ou du moins une tension autour de tableaux religieux, et l'autre sur la fameuse histoire des œufs et du jambon. Ce qui était tout à fait intéressant dans l'exercice d'acteur pour eux, sur l'exercice des œufs et du jambon, justement, sur cette scène, c'est le fait qu'ils aient à jouer 2 scènes d'intention différentes. Une même scène, mais qui est déclinée sur les 2 visions historiques qui sont exposées par Jérémy Foa. Surprend-il les siens en plein festin hérétique ? Marie, les enfants, que faites-vous ? On est en plein carême. Nicolas, ne fais pas l'innocent. J'ai acheté un peu de lard et des œufs pour les enfants. Là où tu sais, l'hiver est si rude. Et je crois qu'ils ont réussi à marquer 2 intentions de jeu très différentes, avec de la nuance sur la compréhension quand même, une certaine compréhension, une certaine douceur, et puis en même temps la fermeté de ce mari, ce qu'on peut imaginer être la position du chef de famille qui va tout de suite mettre le holà à toute velléité de prise de liberté, encore plus fortement sur une prise de liberté qui serait religieuse. Ou cela prend-il la forme d'une dispute familiale ? Qu'est-ce que ceci ? Du jambon, des œufs en plein carême ? Si jamais quelqu'un t'a vu, si la milice bourgeoise l'apprend, nous sommes perdus. Vous, les catholiques, vos interdits, votre salut. Tu oublies le bien de tes enfants pour une règle inique.
Et je crois qu'ils ont réussi à donner cette nuance à travers ces 2 scènes-là. Et puis surtout parce qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble et qu'ils ont joué souvent ensemble sur d'autres scènes, dans d'autres époques aussi, la connivence qui permettait de camper un couple. Donc ça, c'était assez intéressant. Les oreilles les plus affûtées auront repéré que chaque comédien voix off interprète plusieurs personnages. Oui. Peux-tu nous présenter ton équipe ? Alors j'ai déjà parlé d'Arnaud Leridan, d'Audrey Rousseau. Nous avons aussi Meryl Roche. Ma sœur Catherine, croisée de bon matin au marché, affirme sans détour que nous vivrons bientôt des heures sombres. Meryl Roche s'est illustrée sur des publicités, a aussi fait de nombreuses voix off de documentaires, de formats aussi plus institutionnels pour France Télévisions, je crois, notamment dans le domaine éducatif. Nous avons Wilfried Roche Maestroni, alors qui est plus un personnage de théâtre et que j'utilise plus pour des voix très matures. Assez de mensonges, au cachot. J'ai déjà fait travailler aussi, qui avait joué le rôle du magicien Keller dans un spectacle escape game immersif qui s'appelait Le Cabaret des Deux Mondes. D'ailleurs, il donnait la réplique à Audrey Rousseau, donc tout ce petit monde se retrouve. Et si je n'oublie personne, eh bien moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bien entendu, sur différents rôles, puisque j'ai la chance d'avoir un petit côté couteau suisse vocal et donc de pouvoir transformer ma voix en fonction des personnages. Donc c'était aussi très pratique de se diriger soi-même. Chenet, ouvre, c'est Anchou et Godefroy. Comment as-tu approché la distribution des rôles avec cette contrainte d'avoir plusieurs personnages et même parfois beaucoup de personnages pour une même personne ? Alors c'est vraiment un grand casse-tête, c'est un casse-tête qui s'est fait, on a beaucoup discuté effectivement avec Antoine, on a beaucoup échangé là-dessus, ça a fait l'objet de nombreux allers-retours. Ça a commencé par le début de tout projet artistique, à savoir de se mettre devant son traitement de texte, d'éplucher le script très attentivement et d'essayer de faire une distribution des rôles cohérente par épisode. Bon, j'avais une matière et un script qui est quand même qui était extrêmement détaillé et je vous en rends hommage. Je rends hommage à ça parce que ça a été évidemment un outil précieux dans la préparation du projet. Et ensuite, dans la distribution des rôles, on ne peut pas avoir 2 personnages différents qui se suivent de scène à scène. Ou si c'est le cas, eh bien, ça a pu m'arriver avec des voix du coup transformées. Donc si ça arrive, c'est avec des voix qui sont quand même très tranchées et on a le temps d'oublier. Donc ça, c'était la prérogative. Donc ça a fait l'objet d'un document vraiment de distribution, d'un vrai listing des scènes qui a été aussi un support de travail pour les actrices et acteurs. Et dans le jeu, pour les actrices et acteurs, c'est quelque chose qui est habituel. Alors, comment ça se travaille ? Ça n'est pas forcément habituel de jouer autant de personnages différents, et ça c'est un bon challenge pour eux. Je crois que c'est Arnaud qui parlait de ça justement. La stratégie qui a été adoptée, c'est que le personnage qui était le plus récurrent dans la série était celui qui était le plus proche de notre voix naturelle. Parce que les voix modifiées, les voix transformées sont difficiles à retrouver, à tenir sur une telle durée. On a eu ce souci constant au moment de l'enregistrement que les voix soient similaires à un personnage égal. Donc le plus logique en tout cas, c'est que les personnages qui avaient la plus longue partition soient les plus proches de notre timbre de voix. C'est pour ça que Thomas Croisier, que je me suis attribué sur cette série, parle avec mon timbre de voix naturel. À titre personnel, comment as-tu abordé le personnage de Thomas Croisier, qui est l'un des personnages récurrents de la série, peut-être même son personnage principal, si on peut le dire comme ça? Alors déjà, en termes de jeu d'acteur, il est le plus proche de ma voix naturelle. Et en faisant ça, en termes d'interprétation, ça veut dire qu'il va être aussi le plus proche de ma personnalité. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus en disant qu'il n'y a pas eu, dans le travail vocal et dans le travail d'acteur, il n'y a pas eu une volonté de forcer le trait historique. On a pleinement assumé. Alors évidemment, on n'a pas été contemporain dans l'expression, mais en tout cas, on a essayé d'être fluide et naturel et compréhensible pour l'auditeur actuel. Et donc, dans le cas de Thomas Croisier, déjà, étant le plus proche de ma tessiture, de ma voix naturelle, ça m'a permis aussi d'avoir un jeu assez sincère, je pense, qui ressemble à, notamment dans les échanges avec son épouse au début, où on le prend, il est avec Gabriel, c'est ça, Gabriel, où il discute de façon assez naturelle, et puis où on sent monter quand même la rancœur et le fanatisme. Précisément, Gabriel, je me prépare. Tu as là, devant toi, la seule vérité qui compte, celle de la puissance des armes au service de la foi. Il y a un fanatisme qui va progresser, donc c'est surtout ça, c'est cette trajectoire vocale-là, jusqu'à la scène du massacre, qui est un peu le point culminant de l'acting, où là, vraiment, il est totalement illuminé, et où il est dans le fanatisme religieux qui s'exprime, donc dans quelque chose de beaucoup plus expressif, que j'espère ne pas être de mauvais goût pour autant, ni outré dans le jeu. Mais voilà, on a essayé de jouer là-dessus. Donc un personnage comme vous et moi, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui était important pour tous et toutes, sont des personnages qui sont proches, à mon sens, de l'auditeur contemporain. Et c'est en ça aussi qu'ils ont, je pense, de la force.
Ouais, c'est vrai que c'était l'objectif et c'est des discussions qu'on a eu beaucoup à toutes les étapes de la production. On en parlait avec Olivier dans un épisode précédent sur l'écriture des dialogues. Je crois que c'est vraiment important parce que l'objectif c'était de faire quelque chose qui puisse parler encore aujourd'hui. En parlant du projet, j'ai eu pas mal de gens, peut-être toi aussi Emmanuel, à me dire mais alors ça a été écrit comme au XVIe siècle ou comment on va entendre? Mais non, le principe c'est d'emmener l'auditeur et puis qu'il puisse s'identifier. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais je pense que on est quand même pas loin de ça. Pour que ce que raconte Jérémy Foa dans le livre puisse parler assez largement et encore aujourd'hui. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, moi j'ai eu l'intuition depuis nos premiers échanges, avant même d'avoir lu le livre et après avoir lu le livre de Jérémy bien sûr, que Jérémy est dans une recherche d'universalité sur la question des génocides notamment. Et c'est pour cela que, effectivement, ce travail d'acteur doit être au plus proche de nous, sans être, évidemment, sans prendre des tournures qui seraient anachroniques, mais en étant le plus proche de nous, effectivement, il fait passer aussi l'idée que... alors, je veux pas extrapoler sur les livres de Jérémy, mais j'ai l'impression que ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes toutes et tous potentiellement aussi porteurs de fanatisme, porteurs de mal, au sens philosophique, et que le jeu d'acteur, justement, qui doit être proche de nous, compréhensible et pas théâtral, dans un faux parler du XVIe siècle, de la Renaissance d'ailleurs, que à titre personnel, je ne maîtriserai pas. Et que les historiens seraient bien en peine de nous aider à approcher. Oui, je crois que c'est... alors, je veux pas dire de bêtises, mais on serait dans du moyen français, même si c'est un peu plus compréhensible pour les oreilles contemporaines. Je crois que le moyen français est complexe. Je me souviens d'avoir vu, moi, jouer des pièces du XVIIe siècle avec l'intonation et l'intention de jeu de Corneille, par exemple. C'est absolument inécoutable. C'est pas l'expérience est intéressante, mais c'est quand même difficilement écoutable pour le public d'aujourd'hui parce que c'est chanté, parce que la tournure, les termes nous paraissent très lointains. On a eu ce souci dès le début quand même, et la question est ressortie dès les réunions préparatoires de savoir si le verbe, la parole allait être historiquement réaliste ou pas. Ouais, puis d'un point de vue de réalisation, je pense que c'est important sur ce type de projet où il y a une narration quand même qui est importante, où ça va des fois un petit peu vite. S'il y a beaucoup de choses déjà à intégrer dans la narration, et que dès le premier personnage, hop, l'auditeur est perdu, hop, il se raccroche plus et c'est fini. Et je pense que c'était aussi important de ce côté-là. Et puis, alors là, c'est à toi peut-être de me dire aussi. Je crois qu'il y a une volonté de divertissement. Ça va être quand même divertissant à écouter. À ce titre, que ce soit effectivement compréhensible, immédiatement accessible au plus grand nombre, parce qu'il y a oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait de la substance, de la complexité, au sens où qu'il y ait de la substance, qu'il y ait des choses, qu'on raconte des choses, mais en même temps que ce soit accessible. Je crois que c'est de toute façon, c'est ce qu'on essaye tous de faire, c'est ce que Jérémy essaye de faire, et c'est bien pour ça qu'il avait écrit le livre de cette façon-là. Et tu l'as abordé la question, Emmanuel. Vous êtes plutôt habitué à travailler sur de la fiction, des fois avec des choses, même quand c'est des choses historiques, c'est de la fiction, des choses qui peuvent être un petit peu exagérées ou alors, assez éloignées. En voix off, en doublage. En doublage. Alors la question du doublage, elle est très différente parce que le doublage là, Arnaud en parlerait bien mieux que moi parce que sur les spectacles immersifs par exemple. Sur du spectacle immersif, alors historique. Ou même, sur des voix off si tu veux, des escape games, parce qu'il y a des choses qui sont en off réellement, puisque les salles d'escape game, pour les gens qui ne connaissent pas ça, sont des espèces de divertissements en décor où on résout des énigmes, on interagit avec une histoire sur un thème défini. Temple égyptien, temple maya, j'en passe, c'est des meilleurs. Et de temps en temps, il y a des interactions avec des acteurs enregistrés. Je trouve que c'est assez proche de ce qu'on a fait parce que ça doit parler au plus grand nombre sans être obscur. Peut-être qu'on se permet sur des choses qui relèvent des parcs d'attractions, des parcs à thème, des choses un peu plus outrées dans le jeu encore que ce qu'on a fait là. Mais on reste dans la même volonté, d'être abordable, d'être compréhensible et divertissant. Merci à tous les deux pour ces éclairages. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer la musique originale après l'écoute du prochain épisode des Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant.